Visite du ministre du Développement rural dans la zone officerie de Dioro. Hier, Modibo Keïta a fait le tour de quelques champs et par la même occasion procédé au lancement des activités de la contre-saison. Ce soir, nous allons à la découverte d'un site archéologique dans le nord. Il s'agit de Gao Sanei. Sanei était une ville marchande dans la périphérie de Gao. Elle était la capitale du royaume de Cao Cao, l'actuel Gao. L'histoire de Gao Sanei et la dynastie des Dia, c'est dans cette édition. La chronique Culture et Société s'intéresse à la littérature. À Addis Abeba, le serment, c'est l'intitulé d'un ouvrage collectif. Il décrit l'engagement des chantres du panafricanisme. 31 interventions des pères de l'indépendance sont répertoriées dans le livre. Souleymane Cissé et son carrosse d'or sont arrivés ce dimanche à Bamako. Le Mali a été honoré cette année lors de la 55e édition de la quinzaine des cinéastes à l'occasion du Festival de Cannes en France. Notre compatriote a été primé le 17 mai dernier pour les qualités novatrices de ses films et son audace dans la mise en scène. Il sera sur notre plateau. Dimanche 28 mai, fidèles téléspectateurs, bonsoir. À l'entame de cette édition, nous recevons Ibrahima Traoré. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Salimata Daou. Avec vous, un communiqué du gouvernement. Oui, communiqué numéro 053 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition a pris avec stupéfaction la décision unilatérale du gouvernement des États-Unis le 25 mai 2023 d'imposer des restrictions de visa à l'encontre de 2 vaillants officiers de l'armée malienne pour des actes présumés sur l'unique fondement du rapport des Nations Unies sur les événements de Moura, sans attendre la conclusion des enquêtes judiciaires menées par les autorités maliennes. Dans son communiqué numéro 052 du 13 mai 2023, le gouvernement de la transition a contesté le rapport biaisé tant sur l'approche que son contenu et a décidé d'ouvrir une enquête judiciaire contre la mission d'établissement des faits pour actes criminels. Au-delà de la mesure elle-même sans fondement et injuste, le message que le gouvernement des États-Unis d'Amérique véhicule ainsi que la forme publique de son annonce portent atteinte à la présomption d'innocence des intéressés et jette le discrédit sur l'ensemble de l'institution militaire. Cette situation s'ajoute à celle créée quelques jours auparavant, le 22 mai 2023, par l'accusation formulée par le porte-parole du département d'État américain lors d'un point de presse et relative à un prétendu rôle que le Mali aurait joué pour faciliter la fourniture d'armes dans le cadre d'une crise pour laquelle le Mali a observé la stricte neutralité lorsque les aspects substantiels étaient examinés. En réaction à cette accusation du département d'État, le 25 mai 2023, quelques heures avant l'annonce des sanctions contre les 2 officiers maliens, dans une démarche constructive, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali a convié l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique au Mali pour lui signifier, entre autres, l'extrême gravité des fausses accusations portées contre la République du Mali. En plus de la nature infondée des allégations, le gouvernement de la transition dénonce leur légèreté confirmée par le porte-parole du département d'État américain. À titre de rappel, ce dernier a avoué lui-même que, à date, nous n'avons aucune indication que ces acquisitions aient été finalisées ou réalisées. À travers cette attitude des États-Unis d'Amérique, précédée de leur refus de livrer en 2021 un avion de l'armée de l'air malienne, le CASA, le gouvernement de la transition est contrarié par ces actions qui impactent négativement la coopération bilatérale à un moment où le Mali lutte obstinément contre la junte française, promotrice du terrorisme dans le Sahel. Saisissant cette occasion, le gouvernement du Mali rejette avec force l'instrumentalisation et la politisation des droits de l'homme pour des visées géopolitiques et dénonce la politique des 2 poids,
de mesures. À ce sujet, le gouvernement de la transition rappelle au gouvernement des États-Unis d'Amérique son silence troublant suite au bombardement par la France le 3 janvier 2021 de paisibles citoyens maliens qui célébraient un mariage à Bounti malgré la responsabilité de la France ait été établie, malgré que la responsabilité de la France ait été établie par la MINUSMA. Face à la complexité de la crise sécuritaire au Mali et dans la région, les mesures unilatérales inconsidérées sont contre-productives, voire dangereuses et ne feront que renforcer les groupes terroristes et les forces obscurantistes qui se sont renforcées depuis l'intervention militaire en Libye et contre lesquelles se battent nos vaillantes femmes. Le gouvernement de la transition lance un appel au gouvernement des États-Unis d'Amérique pour l'arrêt de la campagne de désinformation contre le Mali et l'invite à respecter les 3 principes définis par son Excellence le colonel Assimi Goïta, le président de la transition, chef de l'État, et qui guide l'action publique au Mali, à savoir 1. Le respect de la souveraineté malienne, 2. Le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali, 3. La prise en compte des intérêts du peuple malien dans toutes les décisions. Le gouvernement de la transition rassure l'opinion nationale qu'aucune manœuvre ne saurait le pousser à adopter une position partisane sur fond de tensions géopolitiques, ni compromettre l'œuvre de la refondation en cours au Mali, ainsi que la montée en puissance des femmes. Enfin, le gouvernement réitère son engagement pour la promotion et la protection des droits de l'homme dans le cadre du dialogue et du respect mutuel. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Bamako, le 27 mai 2023, signé le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga. Merci Ibrahima. Et ce communiqué, le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT que dans le cadre de la session ordinaire d'avril 2023 en cours, une séance plénière se tiendra le lundi 29 mai 2023 et jour suivant. L'ordre du jour porte sur le point suivant. 1. Adoption de procès-verbaux. 2. Délibération sur les projets de loi. 3. Création de réseaux parlementaires. Et 4. Communication. Les travaux débuteront à partir de 9h dans la salle d'Elibaba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako, CICB. Dans le cadre des mesures de prévention contre le Covid-19, l'accès à la salle est limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est vivement recommandé. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Direction. Nous allons tout d'abord à Caille, où depuis le mercredi dernier, colonel Hassan Badjalo Touré, conseillère spéciale du président de la transition et sa délégation sont dans la cité des Rails. Objectif, procéder aux inaugurations de 5 châteaux d'eau et 18 forages, ainsi qu'à la remise de vivres 36 tonnes de céréales dans les villages des cercles de Caille, Bafoulabé et Sadiola. Ces actions s'inscrivent dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Reportage Modiba Keïta. Les premiers villages à recevoir la conseillère spéciale du président de la transition et sa délégation sont Sekora et Bendougou dans la commune rurale de Ségala, située à 60 km de Caille pour l'inauguration de leur château d'eau et la remise de 2 tonnes de céréales. Les populations sont sorties en grand nombre pour manifester leur joie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Celui qui te donne l'eau, il t'a donné la vie. C'est vraiment aujourd'hui un sentiment de fierté et de reconnaissance envers le président de la transition et son gouvernement. Après l'étape des villages de Sekora et Bendougou, direction Mantalabougou et Bendougou, dans la commune rurale de Sadiola, située à 40 km de Caille. Les populations des 2 villages n'ont pas voulu se faire raconter l'événement. Elles sont sorties massivement pour assister aux inaugurations de leur château offert par le colonel Assimi Goïta. Une inauguration soldée par la remise de 2 tonnes de céréales. Notre commune est très heureuse pour la réalisation de cette infrastructure hydraulique. Le Mali Koura est possible avec cette transition. Vive la transition
et vive le Mali. Dernière étape de cette série de remises de céréales et d'inauguration de châteaux d'eau, Baboroto dans la commune de Bafoulabé, située à 150 km de Caille, la région de Caille bénéficie ainsi de 30 châteaux d'eau et de 36 tonnes de céréales. Les œuvres sociales du président de la transition vont se continuer tout le long de la transition pour le bonheur de toutes les populations maliennes. Rien qu'en voyant la joie qu'on lit sur les visages de ces populations, de ces femmes, de ces élèves, de ces hommes, on sait qu'on a fait quelque chose qui a fait du bien à certaines personnes. Dire aux bénéficiaires de prendre bien soin de ces ouvrages. Rappelons qu'une minute de silence a été observée à Baboroto en la mémoire du chef de cabinet du président de la transition, adjudant Oumar Traoré dit Douglas, et de ses 3 compagnons tombés sur le champ d'honneur à Nara. Nous ouvrons cette page de vulgarisation du projet de constitution avec la commune 3 de Bamako. Les autorités locales et légitimités traditionnelles de la commune 3 de Bamako se mobilisent pour la restitution du projet de constitution. La démarche vise à partager le contenu du projet de constitution avec les différentes couches de la commune avant le scrutin référendaire du 18 juin prochain. Le compte-rendu de Ali Matina. Session d'appropriation du projet de constitution en faveur de la population de la commune 3 du district de Bamako. C'est une initiative de la coordination des chefs de quartier de la commune 3 en collaboration avec Diawara Zinab Sidibé, membre de la commission défense, sécurité et protection civile du CNT. Kenan la Béné en fait, en bas président Kawele de Djabila. Constitution Koura Bané, président Djabana Dougouti Bewele, Koulouba. Ka constitution présentana ka copie kelen di dugutigi bɛɛ ma ko ka koma sigili kɛ ka koma sigi population bɛɛ lajɛlen ma o baara de y'a kɛ an ye bidon ta ka commune 3 den bɛɛ wele. Nous avons approché la jeunesse, leur faire comprendre l'enjeu, parce que quand on parle de la refondation de ce pays, moi je pense que le socle de cette refondation, c'est ce projet de la nouvelle constitution. Donc il est de notre devoir de les informer pour qu'ils soient bien imprégnés de ce projet. Les différentes couches du district 3 ont pris part à cette activité de présentation du projet de constitution. Les constitutionnalistes choisis pour la circonstance, Fousseni Doumbia et El Hadji Touré, ont expliqué à l'assistance les grandes lignes du projet. Un exercice de refondation salué par les autorités. L'honneur est pour nous de pouvoir toucher du doigt l'engouement patriotique qui anime chacune et chacun dans une meilleure vulgarisation du projet de constitution, pour lequel nous serons appelés bientôt à nous prononcer, mais à nous prononcer en connaissance de cause. D'où la présence d'experts aguerris pour détailler la vision et les enjeux qui sous-tendent les dispositions du projet de constitution. La coordination des chefs de quartier de la commune 3, initiatrice de cette activité, invite les participants à la cérémonie à relayer l'information auprès d'autres personnes du district 3 de Bamako. Les membres du gouvernement sont à l'extérieur du pays pour des séances d'explication sur le projet de loi fondamentale. Le ministre des Affaires étrangères et celui des Maliens de l'extérieur sont respectivement à Malabo et à New York. Il en est de même à Dakar avec l'ambassadeur du Mali au Sénégal. La synthèse avec Mohamed Sangari. Dans le cadre de la vulgarisation du projet de constitution en direction des Maliens établis à l'étranger, le ministre Alhamdou Ag Ilien a rencontré les Maliens de la juridiction de New York et New Jersey. Les échanges sur le projet de constitution, mais aussi sur d'autres questions les concernant, ont dominé la rencontre. L'occasion a été opportune pour le ministre de remercier les participants pour l'intérêt qu'ils portent aux réformes entreprises par les autorités de la transition.
Même exercice à Malabo, cette fois-ci avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale en Guinée équatoriale. Le ministre Abdoulaye Diop s'est entretenu avec la communauté malienne établie à Malabo et à Bata autour du projet de constitution. Dans ces deux grandes villes de la Guinée équatoriale, les Maliens ont massivement participé aux séances d'appropriation du projet de constitution. Je viens ici à Malabo, porteur d'un message de son Excellence le colonel Assimi Goïta, mais aussi un message de l'ensemble du gouvernement malien pour vous dire que les Maliens établis à l'étranger sont au cœur du projet de refondation de notre pays. L'ambassadeur du Mali au Sénégal a également réuni les Maliens résidant dans ces pays voisins. La rencontre consistait à expliquer le contenu du projet de constitution, surtout les innovations qui caractérisent le document. Après des questions de compréhension, l'ambassadeur du Mali rassure. De façon globale, une constitution, c'est une loi générale sur laquelle tout le monde s'est entendu. Et on vit ensemble. Quelles sont les relations entre nous, les relations entre le président et l'Assemblée, le président et l'administration. Une constitution est chargée de définir tout ça, plus ou moins. À suivre dans nos programmes ce soir, question d'actualité, un numéro qui fait le point de la vulgarisation du projet de constitution et un gros plan sur les grandes lignes du projet de constitution. Le ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions et les autres acteurs, société civile, partis politiques, nous explique la stratégie adoptée pour dévoiler le contenu du projet de constitution afin que les populations s'en approprient avant le référendum prévu le 18 juin prochain. Question d'actualité sur ORTM 1, un débat animé par Sira Bachili. Réunion du comité exécutif de l'ADEMA PACJ aujourd'hui. À cette occasion, le parti s'est exprimé sur sa position par rapport au projet de constitution et au référendum du 18 juin prochain. Une déclaration a été lue par le secrétaire général du parti, Yaya Sangari. Il est au micro de Jules Sambou Sissoko et Idrissa Traoré. Après analyse du contenu du projet de la nouvelle constitution, et sur la base des rapports produits par les sections de l'intérieur et de la diaspora, l'ADEMA, Parti africain pour la solidarité et la justice, constate avec satisfaction la prise en compte de l'essentiel des préoccupations de ses militants. Le comité exécutif de l'ADEMA-PAJ mettra en œuvre dans les tout prochains jours un vaste programme de campagne en direction de ses militants et sympathisants pour un vote massif et élever conséquemment le taux de participation. L'ADEMA-PAJ invite le gouvernement à adopter des stratégies fortes capables de vaincre l'insécurité qui perturbe le quotidien des Maliens et à créer toutes les conditions favorables à la bonne organisation du scrutin référendaire dans la quiétude. L'ADEMA-PAJ réitère son soutien constant aux autorités de la transition et les exhorte à privilégier toujours le dialogue politique, l'inclusivité, le consensus et la transparence autour du processus de retour à l'ordre constitutionnel en cours dans notre pays, gage de la paix, de la cohésion, de la stabilité et du progrès. En première région, informer les populations sur l'évolution du processus électoral et faciliter un dialogue apaisé pour la réussite du processus électoral en cours. Tel est l'objectif d'une rencontre de 2 jours organisée à Caille par l'ONG AFAD et la Fondation CMDID à l'endroit des partis politiques et de la société civile. Benoko Fofana. Le Mali, notre pays qui se relève peu à peu d'une crise qui a duré plus d'une décennie, joue dorénavant la carte de prévention de conflits. Pour ce faire,
À l'initiative des plus hautes autorités du pays, les acteurs des partis politiques et de la société civile de la Cité des Rails se sont réunis les 23 et 24 mai 2023 afin d'échanger sur les questions liées au processus politique et électoraux. C'est une rencontre où on va faire l'état des lieux des processus électoraux et des réformes au Mali. On va analyser aussi les causes endogènes et exogènes de conflits potentiels. Et au-delà de ça, envisager des mesures de mitigation, des mesures d'atténuation de ces différentes crises. La quiétude et la stabilité restent des défis à notre portée à tous. Et le CEMDI ne ménage aucun effort pour accompagner toute initiative qui contribuera à développer ou à renforcer la conscience citoyenne. Durant 2 jours, les débats menés par les 50 participants venus de tous les cercles de la région ont été fructueux. Des recommandations ont été formulées à l'issue des travaux. Créer un cadre de concertation permanent au niveau régional, autorités régionales, partis politiques, OSC, médias, légitimité traditionnelle. Organiser des campagnes médiatiques sur le processus électoral. Respecter les dispositions de la charte des partis politiques relatives au financement public. Au nom du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, je lance un appel à toute la population de Caï de mettre le Mali au-dessus de tout. Et nous osons espérer que les échéances électorales à venir seront organisées dans un climat de paix, dans la quiétude, dans la sérénité et dans la convivialité. Notons que cette rencontre d'échange a été rendue possible grâce à l'appui financier du PNUD, de l'ONU Femmes et de l'Amunissement. En 4e région, les membres de la Commission de défense, sécurité et protection civile du Conseil national de transition renforcent leurs capacités sur la réforme du secteur de la sécurité. Le compte-rendu de Kandesila. Cadre d'échange et de mutualisation des expériences, cette retraite de 3 jours de la Commission défense, sécurité et protection civile du CNT, élargie à des acteurs étatiques spécialisés, vise à mener des réflexions sur la réforme du secteur de la sécurité, désarmement, démobilisation et réinsertion. À travers cette initiative, l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique, Arga Mali, entend en partenariat avec l'Amunissement soutenir les actions de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres pour une paix durable au Mali. Nous notons qu'en dépit de l'abondance des dispositifs au plan institutionnel, les constats et les analyses révèlent un déficit d'appropriation et de coordination des processus de la RSS et du DDR au Mali. Aussi, dans le contexte actuel des menaces sécuritaires, la problématique de la circulation des armes est une préoccupation majeure de l'État malien. Ce séminaire donc s'inscrit dans l'engagement de l'Amunissement à soutenir la mise en œuvre de l'accord de paix. En effet, les processus RSS et DDR sont au cœur de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, et constituent une préoccupation majeure des plus hautes autorités nationales et de la communauté internationale. Les thématiques abordées sont relatives, entre autres, à l'approche inclusive de la réforme du secteur de la sécurité, enjeux, défis et perspectives, la problématique de la prolifération des armes légères de petit calibre, mais surtout le contrôle parlementaire du secteur de la sécurité. Nous devons porter la bonne explication, la bonne compréhension aux populations. Si les populations s'approprient ces différentes dispositions, ce qui est clair, la paix va revenir obligatoirement. Les autorités régionales de Ségou se réjouissent de cette initiative qui va permettre de faire un diagnostic de la réforme du secteur de la sécurité et faire des propositions d'action pour la paix au Mali. Agriculture. Le ministre du Développement rural a effectué ce samedi une visite dans la zone officierie de Diro. Modibo Keïta, après avoir visité des champs, a procédé au lancement officiel des activités de la contre-saison. Reportage Honoré Tienou. Par cette mission de terrain, le ministre du Développement rural voulait constater l'état de la contre-saison et du coup procéder au lancement des activités de récolte dans la zone officierie Djoro.
beaucoup de parcelles ont été visitées par les ministres en compagnie des responsables de l'officerie Ségou. Parmi ces parcelles, celle de Bakoita qui présente un état de maturité à 80%. Aussi, la parcelle de Bazoumana Aïdra où le champ est en début de maturité. Nous étions très surpris. Les paysans eux-mêmes ont travaillé. On a au moins un peu moins de 800 hectares qu'on a fait en contre-saison. On est content autant que l'encadrement. C'est donc ce coup de faucille du ministre Keïta qui donne le ton pour les activités de récolte de la contre-saison dans la zone officerie de Djoro. J'ai constaté que la culture de contre-saison est plus maîtrisable. Donc nous devrions essayer de développer cette culture de contre-saison en essayant de voir comment on peut augmenter les réservoirs d'eau, permettre en amont aux autres pays qui ont en partage le fleuve d'avoir de l'eau et que l'on ait la quantité d'eau dont on a besoin pour faire beaucoup de superficie en culture de contre-saison. Le ministre Keïta a également visité l'ouvrage et l'exploitation de l'ensemble du système hydraulique de la zone. Le système d'exploitation a besoin d'entretien et de réparation. L'ORS a eu quelques difficultés pour entretenir les canaux. Avec mon collègue des finances, je prendrai langue avec lui pour que l'on puisse voir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour qu'on puisse sauver la campagne 2023. Pour cette campagne de contre-saison, la superficie globale à maîtrise totale de l'eau dans la zone de Djoro s'élève à 2227 hectares. 722 hectares sont exploités pour un taux d'emblavure de 32%. La traditionnelle tournée de Kafo-Djigno dans les différentes délégations a pris fin ce samedi à Bamako avec la 19e Assemblée générale de la Caisse de base de la capitale. La numérisation et l'apport de l'institution financière dans le développement du secteur privé ont été évoqués lors de cette rencontre. Le point avec Abdul Karim Kaba. De sa création en 1987 à Kaninko, à 15 km de la ville de Koutiala, Kafo-Djigno s'améliore de jour en jour. Cette 19e Assemblée générale de la Caisse de base de Bamako a été donc une occasion de revenir sur les avantages de la numérisation entamée par la Direction générale de Kafo-Djigno. La migration va nous permettre d'être plus performants et plus rapides au niveau de nos guichets. Avec la migration, on va vendre de nouveaux produits qu'on n'en avait pas. Par exemple, la digitalisation des transferts au niveau des téléphones, tout ça, ce sont des produits qui vont nous apporter beaucoup. La réduction de la pauvreté et des inégalités sociales, Kafo-Djigno se présente comme un véritable vecteur de la croissance des secteurs productifs. Ainsi, elle contribue de manière significative à la promotion de l'inclusion financière à travers des populations les plus démunies, surtout en milieu rural. Aux services financiers de base. Il s'agit notamment de l'épargne, du crédit, des transferts d'argent, de la microassurance. La Caisse Kafo-Djigno de Bamako œuvre pour apporter des solutions aux préoccupations financières de la population par l'accès aux services financiers à travers votre réseau qui aujourd'hui est indéniablement la vitrine du secteur de la microfinance. Ainsi, la tenue de cette session de l'Assemblée générale ordinaire de la Caisse de base de Bamako met fin à la traditionnelle assise annuelle de toutes les caisses de Kafo-Djigno au compte de l'année 2022. Plus de 34 milliards de francs CFA, c'est le montant du nouveau projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel pour la deuxième phase. Le PRAPS 2, financé par la Banque mondiale, vient d'être lancé dans les régions du Tombouctou et du Taoudéni, au 8e Tombouctou, Hamou Soumeila. Après les résultats probants obtenus au cours de la première phase du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel PRAPS 1, visant à entreprendre des actions durables au bénéfice des populations afin de réduire la vulnérabilité et l'insécurité alimentaire dans les États du Sahel. Les projets viennent de bénéficier du financement des nouveaux projets de la Banque mondiale pour 5 années appelés PRAPS 2. Et les résultats probants qui ont été obtenus ont fait que et le gouvernement et la Banque mondiale qui finance le projet ont estimé qu'il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Donc il faudrait une deuxième phase pour consolider ce qui a été acquis et renforcer
les acquis de la phase 1. Cette activité vise à expliquer aux différents acteurs et aux responsables régionaux les objectifs du projet. Elle est initiée par l'unité de coordination du projet d'appui au pastoralisme au Sahel PRAPS de Mali en collaboration avec les services techniques partenaires de mise en œuvre du projet. Si les acquis de la phase 1 PRAPS ont contribué à jeter les bases d'un développement du sous-secteur de l'élevage dans les régions de Tombouctou et de Taoudeni, nous attendons de cette seconde phase une réelle transformation structurelle du pastoralisme indigène, une nette amélioration des conditions socio-économiques des passeurs et agro-passeurs du Mali. Il est à rappeler que cette deuxième phase du projet qui couvre 10 régions du pays, notamment Tombouctou et Taoudeni, vise à améliorer la résilience des pasteurs et des agro-pasteurs des 2 régions bénéficiaires du projet. Le projet d'appui à la compétitivité agro-industrielle au Mali, PACAM, a tenu la 11e session de son comité de pilotage. Le compte rendu de Sokona Kamisoko. Le projet d'appui à la compétitivité agro-industrielle au Mali tire vers sa fin. Il a été conçu pour renforcer les capacités du Mali dans le domaine agro-industriel, spécifiquement en matière de réhabilitation des infrastructures à caractère agro-pastoral. Après 5 années d'exécution du projet, les acteurs se retrouvent pour faire le bilan des activités. Nous avons réalisé 20 forages communautaires dans la région de Koulikoro, Sikasso et Bougouni. Et nous avons aussi équipé massivement les acteurs de l'interprofession mangue pour pouvoir les professionnaliser justement pour ce qui concerne les producteurs, les pépinéristes, les transformateurs et les exportateurs. Au-delà de cela, le PACAM a organisé une plateforme d'embauche autour de la ham industrie avec des acteurs afin que le marché domestique on puisse avoir de la viande en qualité et en quantité. Le projet PACAM s'articule autour de 4 composantes qui sont entre autres l'augmentation de la transformation et l'exploitation de mangue, l'amélioration de l'accès aux zones de production de mangue et la promotion de la production d'alimentation animale. Pour garantir la durabilité des infrastructures réalisées, l'unité de coordination a conçu des stratégies visant à assurer la pérennisation des acquis du projet. Ces stratégies reposent sur l'organisation, la formation et l'équipement des populations bénéficiaires et sont conjointement mises en œuvre en bonne intelligence par la dite unité et les autres acteurs du projet. Le PACAM est un projet de 17 milliards de francs CFA financé par la Banque mondiale. Il couvre les régions de Kaye, Koulikoro, Sigasso et le district de Bamako. Cinéma, le Mali honoré à Cannes en France. Notre compatriote Souleymane Cissé, cinéaste réalisateur, remporte le Carrosse d'Or 2023. Ce sac lui a été remis lors de l'ouverture de la 55e quinzaine des cinéastes le 17 mai dernier à l'occasion du Festival de Cannes par la Société des réalisateurs de films. Souleymane Cissé est arrivé au pays ce dimanche. Il a été accueilli à l'aéroport par le représentant du ministre en charge de la culture et le monde du cinéma malien. Reportage Ibrahim Kaoukounate et Tayeb Adjaouyakoui. En marge de la 76e édition du Festival de Cannes en France, le grand cinéaste, réalisateur, notre compatriote Souleymane Cissé a reçu le Carrosse d'Or 2023 à Cannes. Ce prix lui a été décerné par ses confrères pour la qualité et l'originalité de l'ensemble de ses œuvres. Je remercie vraiment Dieu pour m'avoir donné tout ce temps. Je remercie ma famille, surtout ma mère, qui a sacrifié sa vie pour moi. Je salue la présence de ma sœur dans le film Oka, qui est la seule survivante aujourd'hui. Encore une fois, je remercie le Mali. C'est le Mali qui m'a donné ça et c'est le Mali qui me remet le drapeau. Cette distinction du cinéma international obtenue par notre compatriote honore les cinéastes maliens et africains. Mes impressions, elles sont bonnes pour le Mali parce que nous avons semé le vent des œuvres inédites. Et nous ne faisons que récolter la tempête des Oscars, des honneurs. C'est cela qu'est en train de faire aujourd'hui Souleymane Cissé. Les cinéastes professionnels au Festival de Cannes lui ont décerné le Carrosse d'Or. Le Mali doit s'en enorgueillir. Le sacre de Souleymane Cissé au Festival de Cannes n'est qu'une suite logique des efforts entrepris. Et pour son combat
pour le développement, la promotion du cinéma malien en particulier, du cinéma africain en général. Souleymane Cissé, réalisateur d'une quinzaine de films, dont Yélin, est le deuxième cinéaste africain à remporter le Carrosse d'Or après Samben Ousmane du Sénégal. Voilà, je le disais dans les titres, notre invité de ce 20h week-end est Souleymane Cissé, cinéaste réalisateur qui vient d'honorer le Mali en remportant le Carrosse d'Or 2023, prestigieux prix du Festival de Cannes. Bonsoir, monsieur Cissé. Bonsoir. D'abord, une réaction sur cet accueil qui vous a été réservé cet après-midi à votre arrivée à l'aéroport par les autorités, le monde du cinéma, de la culture et la famille. Émouvant, non? Oui, c'est plus que émouvant. C'est la première fois dans ma carrière que je me vois reçu par la population malienne. J'avais les larmes aux yeux. J'étais très ému. Et je pense que ça ne sera pas la dernière fois parce que c'est vrai, le cinéma au Mali, c'est très difficile à faire. Nous avons vécu des étapes très dures, je sais, je ne vais pas rentrer dans les difficultés, mais je suis obligé de dire pourquoi je suis là aujourd'hui. Oui. J'ai fait un premier film, ça m'a coûté la prison. Il a fallu l'intervention du président Moussa Traoré pour que la vérité éclate. J'ai continué à travailler et après j'ai fait des films, Yélin, qui a permis au Mali d'être connu à l'extérieur. Et quand je suis revenu au Mali, je me suis retrouvé devant ma maison paternelle, chassé de ma maison. Mais dites-vous bien que j'ai telle confiance au Mali que quels que soient les problèmes qu'on me pose, je sais que les solutions viendront après. Mais par qui, je ne sais pas. Je suis obligé de le dire et en même temps, comme j'ai dit dans mon truc, je remercie tout le monde, à commencer par ma mère. Et ma famille, sans le soutien de ma famille, je n'aurais jamais pu faire des films, surtout mon grand frère Sékou Cissé. Je vous dis, moi, je suis très honoré et je remercie le peuple malien pour m'avoir donné cette conviction de croire à l'avenir de ce pays. Et c'est pour ça, ce prix, il est dédié à la jeunesse tout court. Et j'espère que cette jeunesse nous amènera un jour à la Palme d'Or. C'est ma conviction. Alors, vous l'avez dit, vous êtes honoré et les Maliens sont fiers de vous. Dites-nous, c'est quoi le prix Carrosse d'Or que vous venez de remporter? Et je vois, vous l'avez juste là, devant vous. Oui, le Carrosse d'Or, c'est un groupement des sociétés de réalisateurs qui décernent chaque année à un professionnel du cinéma, soit par un film, soit par ses œuvres. Donc, ils ont décerné ce prix pour tout ce que j'ai fait comme film. C'est la récompense en quelque sorte. Et ça me réjouit parce que c'est des professionnels. Je ne m'attendais jamais à ça, à ce prix-là. Mais j'avoue que ça me redonne la force de pouvoir faire le cinéma contre l'injustice. Parce que j'en ai vécu et je vis aujourd'hui l'injustice dans mon pays. Je veux qu'on le sache. On m'a chassé de ma maison paternelle. Et je voudrais que la justice voie la vérité, qu'ils disent la vérité. Alors, vous avez dit que vous dédiez ce trophée à la jeunesse. Oui. Voilà. Et quels sont vos projets futurs? J'imagine que vous êtes sur la réalisation d'un film où vous avez passé le flambeau à vos enfants, peut-être? Bon, les enfants se débrouillent. Moi, je dis, ma retraite n'est pas venue encore. Parce que oui. Je sais qu'on aimerait que j'aille à la retraite, mais moi, je ne voudrais pas aller à la retraite parce que c'est me condamner moi-même. Parce que tous les jours, quand je vis des injustices et j'ai envie de l'exprimer pour que les gens sachent ce qui se passe dans mon pays. C'est la raison pour laquelle je dis à la jeunesse, vraiment courage. Et ne lâchez jamais. Parce que la vérité, c'est que demain sera pour le Mali. C'est ma conviction personnelle. Et pour toujours. Et si j'ai oublié quelque chose, c'est peut-être de remercier le président Modibo Keïta, qui a eu confiance en nous
la jeunesse, pour nous envoyer partout un peu dans le monde pour apprendre. Et avec l'aide de son entourage, comme les commissaires à la jeunesse, comme M. Benkoro Koulibaly, qui a eu confiance en nous et nous a décerné des bourses pour qu'on aille étudier. Je voudrais aussi que les responsables de ce pays aujourd'hui puissent penser à cette jeunesse-là. Alors nous attendons alors de beaux films signés Souleymane Cissé. Ça va plus tarder là. Ça va plus tarder. Merci en tout cas de m'avoir invité et voilà. Merci vraiment, beaucoup c'est très... et toutes nos félicitations. Merci. La délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Koulikoro a tenu la deuxième session de son assemblée générale. Diemba Moussa Konaté nous donne les détails. Il s'agit au cours de cette deuxième session de l'Assemblée générale de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Koulikoro d'examiner et d'adopter le rapport d'activité 2021-2022 de la structure ainsi que son programme d'activité 2023. Ces 2 dernières années, la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Koulikoro a effectué certaines missions dans les cercles pour mieux expliquer les missions de la Chambre aux membres. On a recensé les problèmes de nos gens qui sont dans les cercles. Les problèmes majeurs, c'est les problèmes en général, tout le monde parle de financement. On a dégagé cet aspect. Il y a des cercles, des commerçants qui n'ont pas des documents qui prouvent comme quoi ils sont commerçants. Donc on les a exhortés de prendre des dispositions par rapport à ça. Le chef de l'exécutif régional fonde l'espoir sur le secteur privé de Koulikoro afin qu'il offre le top de la qualité à des prix abordables aux populations. Je tiens à saluer la ténacité, le savoir-faire et le génie créateur du secteur privé malien malgré le contexte extrêmement difficile. La tenue régulière de votre assemblée consulaire est une preuve de la bonne marche de votre institution. Les présentes assises sont ainsi l'occasion de créer des synergies capables de la renforcer. Les élus consulaires estiment que cette rencontre est l'occasion de créer des synergies capables de renforcer leur structure. En troisième région, les acteurs des filières lait et pommes de terre se retrouvent pour le 4e comité technique du programme d'appui aux filières agro-pastorales, un programme financé par les coopérations suisses et luxembourgeoises et mis en œuvre par LuxDev. Moustapha Doumbia, Amadou Doulou. Ce 4e comité technique du PAFA 2, programme d'appui aux filières agro-pastorales, vise à examiner les aspects opérationnels de planification et de mise en œuvre des activités, de formuler des recommandations pour le comité de pilotage. La rencontre est initiée par le conseil régional, maître d'ouvrage du PAFA 2. Ce programme renforce les acquis et le leadership du conseil régional en ce mois de régionalisation où la région est au cœur du développement territorial et social. Pour une meilleure mise en œuvre des activités du programme, il est prévu des instruments de pilotage, de suivi et de coordination. Le PAFA 2 a démarré en 2021 pour une durée de 48 mois. Il est financé par la coopération suisse et la coopération luxembourgeoise pour augmenter la productivité et l'employabilité dans les filières lait et pommes de terre. Le programme PAFA 2 est mis en œuvre à travers 3 modalités de financement, à savoir l'appui budgétaire sectoriel décentralisé, les accords de partenariat opérationnel et la régie. J'invite les projets et programmes évoluant sur le terrain à développer entre eux la synergie, la complémentarité et à s'inscrire dans les orientations de développement fixées dans les plans stratégiques de développement régional. Les participants au 4e comité technique du PAFA 2 sont les représentants des filières lait et pommes de terre, les présidents des conseils de cercle, les représentants des services techniques, des chambres consulaires et des groupements professionnels. L'Ordre des ingénieurs conseil du Mali a un nouveau président. Il s'agit de Mahamadou Tidiane Touré, élu lors de la 22e Assemblée générale ordinaire de l'Ordre pour un mandat de 2 ans. Le point avec Aridou Matina. Jour d'Assemblée générale ordinaire pour l'Ordre des ingénieurs conseil du Mali. Après 2 ans à la tête de la corporation, Arbonkana Maïga passe le témoin à Mahamadou Tidiane Touré, qui est élu lors de cette activité statutaire. Le nouveau président de l'OICM se félicite de la confiance placée en lui par ses confrères et consoeurs et entend, avec l'accompagnement de la grande famille de l'Ordre des ingénieurs conseil du Mali, faire face aux défis qui s'imposent. Nous, nos chantiers vont concerner la relecture de nos textes. On va s'atteler vraiment
à la construction de notre nouveau siège, on va s'atteler aussi à nous organiser à l'interne pour que les ingénieurs conseils retrouvent toute la place qui leur revient dans le secteur du BTP. Tenu dans une atmosphère sereine et conviviale, en présence de plusieurs responsables d'autres secteurs, le président sortant lors de la cérémonie d'ouverture des travaux se réjouit d'avoir apporté sa pierre au développement de la profession et à la consolidation des acquis. Avec comme objectif une meilleure prise en compte des préoccupations des ingénieurs conseils par la concertation et des rencontres avec l'administration et nos partenaires. Vous passerez en revue le rapport d'activité soumis afin d'apporter les amendements pertinents, de vous assurer de l'efficacité et de l'efficience des actions du Conseil et d'inscrire l'organisation dans l'optique de l'amélioration de la qualité des services rendus. Le nouveau président de l'ordre Mahamadou Tidjane Touré dirigera un bureau de 7 membres. Point Covid. Ce 28 mai 2023, les services de santé ont enregistré 0 cas positifs sur 29 tests réalisés, 0 patient guéri, 0 décès. Actuellement, aucune personne n'est sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. La capitale guinéenne a abrité du 23 au 27 mai dernier la Semaine nationale des métiers de l'information et de la communication sous le thème « Innover et impacter en un clic ». Ce grand rendez-vous est réuni pour la toute première fois au pays des Sékou Touré, les acteurs de l'information et de la communication de l'Afrique. Une occasion d'offrir aux participants un cadre d'échange, de partage et de communication. Les représentants du Mali ont pris part à un panel sur les conséquences de la désinformation dans une Afrique en pleine mutation. On en vient au grand format. Nous partons aujourd'hui à la découverte du site archéologique de Gao Sané, repéré dans les périphéries de Gao. Sané était une ville marchande. Selon le Tariq El Soudan et le Tariq El Fetash, le site de Sané a été la capitale du royaume de Cao, ancienne appellation de l'actuel Gao, pendant la dynastie des Dia. Pour en savoir davantage sur ce site qui retrace l'histoire de Gao, suivons ce dossier réalisé par Aliou Idrissa Maïga. Situé à 6 km à l'est de la ville de Gao, le site de Gao Sanei est composé d'une butte anthropique d'une superficie de 38 hectares et de 6 à 7 mètres de hauteur et une nécropole située à 500 mètres au nord de la butte appelée cimetière royal. La butte comprend un monticule principal couvrant 35 hectares relié du côté ouest à un autre plus petit d'environ 3 hectares. Le site de Sanei est fondé entre 670 et 690. C'était la première ville de Gao. Ce site a connu plusieurs rois Songhouis. Certains ont régné ici à Sanei, certains à Koukia. Avant aussi qu'ils ne prennent le titre Songhouis, c'était les pharaons. Les pharaons de l'Égypte aux pharaons de Koukia. Pharaon, c'est le titre honorifique des rois de Koukia. Et il y avait des relations entre ces rois de Koukia et de Sané. Donc à la fin des pharaons, ils ont pris le titre Songhouis. Le site comprend une élévation. C'est des maisons qui s'étaient enfuies. Le vent de sable faisant son travail a recouvert cet endroit-là. Et à côté, il y a une espèce de plateau. Ce plateau-là serait le caveau royal, là où on enterrait la famille royale. Plus loin encore, il y a un cimetière, mais là, c'est le cimetière populaire. Ces 3 éléments-là ont constitué ce qu'on appelle le site de Sanei. Les sources historiques de Sanei évoquent l'existence de la ville royale et la ville marchande comme des villes jumelles à Cao, ancienne appellation de l'actuel Gao par les chroniqueurs arabes. Selon les Tariq Es-Soudan et El Fetash du XVIIe siècle, le site de Gao Sanei a été au début du XIe siècle la capitale du royaume de Cao pendant la dynastie des Gia. Ces Gia-là ont commencé leur règne sur l'île de Koukia vers l'an 644. Le premier qui serait converti à l'islam, ça c'est le Zakoso.
il va transférer son palais de Koukia à Gao Sanei, comme les autres l'ont fait durant des années. Il y a 31 rois qui ont régné à Gao Sanei. Il y a un archéologue cubain d'origine américaine qui est venu ici. Il a découvert effectivement des cimetières, pas comme tous les autres cimetières. Il y avait des stèles sur chaque tombole. C'est des stèles qui identifient que là, tel roi gît. On a découvert que la graphie de ces stèles-là était des graphies andalouses. L'Andalousie, c'est une partie de l'Espagne. Au niveau de Sanei, les fouilles archéologiques menées par les spécialistes ont révélé la présence de plusieurs structures en briques cuites ou crues et divers mobiliers datant des 10e et 13e siècles. Ce site, qui atteste de la richesse de Gao et de son rôle de métropole du commerce transsaharien entre le 8e et la fin du 13e siècle, fait face à des activités qui menacent son existence selon la mission culturelle de Gao. Le site est classé sur la liste du patrimoine national depuis 2016. L'État est en train de prendre des dispositions pour sauvegarder davantage ce site-là encore. L'objectif est quand même de continuer à ce que le site soit sur la liste du patrimoine mondial. Mais ce qu'on a vu sur le site, c'est déplorable. C'est des fouilles, c'est des dégradations. Ici, les gens trouvent beaucoup de trésors, par exemple les perles colorées qui coûtent très cher sur le marché d'objets d'art. Il y a d'autres choses qu'on peut trouver. Il y a les poteries, il y a, comme on appelle les verres, les anciennes choses que dans le temps on trouvait. Il y a ce trésor qui est caché, que les gens ici, ils savent, ils ont des informations, ils cherchent. Donc pour venir faire des fouilles comme ça, il faut passer par les services qui sont habilités à vous autoriser et que l'État soit au courant de ce qui se passe. Comme beaucoup d'autres dans les septentrions du Mali, le site de Sanei était très fréquenté par les touristes avant la crise de 2012. Tous les guides de Gao, en fonction de leur travail sur le site, chacun a bénéficié de beaucoup de choses, construire des maisons, se marier, avoir des enfants. Vraiment, c'était très important. Les différentes études et fouilles archéologiques ont révélé la valeur scientifique, culturelle et historique du site de Gao Sanei. Il est un témoignage historique et culturel des civilisations médiévales de l'Afrique occidentale. Sanei mérite aujourd'hui d'être protégé et sauvegardé pour les générations futures. Voilà, Gao Sanei, une civilisation millénaire. Dans nos programmes ce soir, juste après ce journal, votre émission Défense citoyenne, une présentation de Abdoulaye Sako. Dans la chronique Culture et Société de ce soir, il est question de littérature. Il s'agit de l'ouvrage Addis Abeba, le serment, un contenu de 31 interventions de chantres du panafricanisme retraçant leur engagement. Au-delà des paroles, c'est un outil pour les chercheurs et le monde de l'éducation et de la culture. Sur le sujet, Alpha Maïga a rencontré un des auteurs, Agibou Diarra et Issouf Diko, enseignant, écrivain, journaliste. Suivant. Addis Abeba, le serment est une œuvre littéraire. Au-delà des paroles, c'est avec des images et des témoignages pour se balader dans la capitale éthiopienne avec son identité panafricaine. C'est cet ouvrage de 400 pages pour que le peuple malien sache et se souvienne les travaux herculéens menés par les pères fondateurs de l'organisation de l'unité africaine. Addis Abeba, le serment, ça m'a fait penser à beaucoup de choses, notamment l'hymne des pionniers du Mali, dans lequel on dit « Nous faisons le serment de bâtir le Mali, de bâtir l'Afrique ». Un ouvrage collectif dirigé par Kadiatou Konaré avec la collaboration de Agibou Diarra H, Daniel Defega et Hadja Diarra Keita. Le contenu restitue 31 interventions qui révèlent l'engagement sans faille des chantres du panafricanisme. C'est un travail de mémoire, permettre à la jeunesse malienne de se préparer pour les engagements pour le panafricanisme. Que cette jeunesse sache que la survie, le salut de l'Afrique passe par l'unité africaine. Et c'est cette unité que le président Modibo et les pères fondateurs ont voulu mettre en œuvre pour le 25 mai 1963. Nous avons dans cet ouvrage prélude à un ouvrage plus vaste, le discours de Haïlé Sélassié, 60 ans après. On se rend compte que c'était un visionnaire qui parlait devant ses pairs présidents africains et chefs de gouvernement. On se rend compte 60 ans après que
les défis encore sont là en termes d'éducation, en termes d'accès aux soins de santé, en termes de développement du réseau routier. C'est un outil essentiel pour les chercheurs et le monde de l'éducation qui puisera dans les archives de l'Organisation de l'Unité africaine. Tout cela pour découvrir le destin d'une Afrique unie et fraternelle, preuve que le serment continue entre les générations. Le Mali a toujours affiché son adhésion pleine et entière à l'intégration africaine. Dans les programmes scolaires, nous avons des références très précises à la question d'intégration africaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'orientation politique du Mali pour l'intégration africaine inspire d'autres pays qui décident d'aller dans le même sens que nous. Sur le plan culturel, c'est en fait le retour à nos valeurs sociétales, le retour au patriotisme. C'est le Négus, l'empereur Haïlé Sélassié, qui le disait dans son discours inaugural: lorsque les générations étudieront l'histoire, que redeviendront-elles à partir de cette conférence? La réponse est à chercher dans ce best-seller dont la maquette a été livrée au public bamakois 60 ans après ce questionnement. Voilà, la page sport est ouverte. C'est la Gatou Cissé, bonsoir. Bonsoir, Salim Atandao. Championnat national de Ligue 1, suite et fin ce soir de la 20e journée. Oui, 4 matchs au programme. Binga FC et l'ASCO font jeu égal, 2 buts partout. L'AS Police bat l'AS Bakarijan de Barawili 1-0. L'Union sportive du cercle de Kita tient en échec le Stade Malien de Bamako 0-0. Yellow Olympique ne résiste pas face aux 11 créateurs de Nyarela, 2-1. Le classement définitif après 20 journées place l'AS Real en tête avec 44 points, devant le Djoliba à ses 34 points et l'AS Police 30 points. Au bas du tableau se trouve l'Union sportive du cercle de Kita 15e 15 points et Yellow Olympique 16e 6 points. L'USM d'Alger remporte la finale allée de la Coupe de la Confédération. Les Algériens de l'USM en déplacement ont tenu leur rang en s'imposant 2-1 à Dar es Salaam face aux Tanzaniens de Young Africans de notre compatriote Gigi Diarra. Les Tanzaniens voient leur invincibilité de 43 matchs prendre fin. La finale retour de cette Coupe de la Confédération est prévue le 3 juin à Alger, donc dans une semaine. Et hors du continent, on se dirige vers la fin des 5 gros championnats européens. C'est la Gatou Cissé, le championnat n'est pas encore terminé, mais les champions sont connus. Tout à fait. Manchester City est sacré champion d'Angleterre avec 89 points pour la 9e fois de l'histoire, la 3e consécutive. City devance Arsenal, Manchester City et Newcastle au terme de la 38e et dernière journée. En Espagne, le FC Barcelone est couronné champion à une journée de la fin de la saison. Les Barcelonais 88 points vont soulever leur 27e Liga la semaine prochaine. Naples, roi d'Italie, saison 2022-2023. C'est la 3e fois que les Napolitains jubilent après 1987 et 90. Il reste donc une journée. Le Paris Saint-Germain arrache son 11e titre de champion de France, le 9e d'affilée. Les Parisiens fêteront avec leurs supporters au Parc des Princes la semaine prochaine. Enfin, en Allemagne, le Bayern Munich est sacré champion pour la 11e fois consécutive, la 33e de l'histoire. Les Bavarois ont vécu donc une saison compliquée à l'interne. Merci, Sila Gatou. Je vous en prie. Ainsi prend fin cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Demain 13h, Abdul Karim Kaba, 20h, Fousseni Sonkara et à 23h, Bemba Sibi. Merci et bonsoir.